s'il y a des croisements dans les zones d'inhibition, maintenant, comment ça parle pour pouvoir faire la mesure? La troisième question, à part la sensibilité et la résistance naturelle des souches, est-ce qu'il y a des suspensions qui vous permettent de tester l'efficacité et la fiabilité des disques, comme dans les autres matières hémato, biochimie, on a des normes de contrôle. Donc, est-ce qu'il y a des suspensions qui sont censées vous aider pour vérifier l'efficacité des disques? Merci. Boîte de 90, de 60 ou bien si c'est les grandes boîtes de 100 mètres. Normalement, sur les petites boîtes, il ne faut pas aller au-delà de 6 antibiotiques, 6 disques. Et effectivement, lorsqu'on les dispose correctement, ça empêche, ça va éviter qu'il y ait des croisements au niveau des zones d'inhibition. Sinon, il y a des applicateurs où là, les distances sont respectées, on met en place des disques. On appuie comme on appuie le cachet et ça sort là, on n'a pas à mesurer, ça règle beaucoup de choses. Là, le problème, c'est que ça peut se contaminer d'un antibiogramme à l'autre. Alors, lorsqu'on a le croisement des zones d'inhibition, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut l'éviter. Donc, ça veut dire qu'il faut disposer vos disques pour éviter au maximum les croisements. S'il y a les croisements, on mesure quand même. En général, quand il y a des croisements, quand on a respecté les zones d'inhibition, ça veut dire que la souche est vraiment sensible à ces antibiotiques. Souvent, on voit qu'on a la croissance que autour de la boîte. Donc, là, c'est vrai qu'il est un peu difficile de mesurer de façon précise les diamètres, mais globalement, en général, quand il y a des croisements et que les disques sont bien disposés, ça veut dire que la souche est sensible. Mais si les disques ne sont pas bien disposés, c'est un antibiogramme qu'il faut forcément réfréner. La troisième chose, effectivement, je n'ai pas parlé parce que c'est un peu technique, c'est le contrôle qualité. Il y a ce qu'on appelle des souches de référence qu'on doit utiliser dans nos laboratoires, qu'on a l'obligation d'utiliser pour s'assurer que nos disques fonctionnent correctement. Donc ce sont des souches, on les appelle ATCC, American Typical Souch Collection, qu'on achète et on vous dit, telle souche par exemple, c'est une Escherichia coli, voici les antibiotiques auxquels il est sensible, voici les antibiotiques auxquels il est résistant. Donc vous allez faire votre suspension avec et mettre vos disques. Vous allez mesurer, est-ce que les diamètres qu'ils ont dit, vous avez trouvé ces mêmes diamètres ou bien des diamètres approchants ou bien pas. Donc ça permet effectivement de vérifier la qualité. Et il y a aussi les évaluations externes de la qualité que les laboratoires font, où là on vous envoie une souche dont vous ne connaissez pas la composition. Vous allez le tester, vous allez faire votre identification et l'antibiogramme, vous allez envoyer les résultats, après on va vous envoyer les résultats. Ça, ce sont des choses effectivement que le laboratoire doit faire. Ou s'il y a un système de management de la qualité. Je ne sais pas si elle est satisfaite des réponses. Okay. Je remercie les deux pour avoir exposé. J'ai deux questions, en fait, des petites précisions pour Hervé d'abord. Je suis un peu surpris de références des études datent des années 85. Donc votre antibiotique là, il est là depuis 85, on a fait des travaux dessus. Nous sommes en 85, 2024, ça fait 39 ans. Donc ce que je voulais savoir, je trouve ça quand même des études très très anciennes. Et la deuxième, je ne sais pas si c'est une question bien précisée. En fait, dans la résistance, en réalité, il semble que c'était plutôt la dose qui doit tuer la bactérie là. Elle n'est pas tolérée chez le patient. Ça veut dire que ce n'est pas que le germe est résistant à l'antibiotique, mais c'est plutôt une tolérance clinique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? Voilà. C'est le truc dont je dispose, que je vous ai expliqué. Alors, ça date de 1985, mais au jour d'aujourd'hui, ça vient d'arriver, ça entre dans le gel. C'est la seule septazidine, à ma connaissance, qui soit disponible sur le marché. Donc, dans notre contexte, c'est une molécule plutôt récente. Je veux dire que l'étude date de 1985. Est-ce qu'on peut les transposer
je ne connais pas d'études plus récentes que celle-là. Moi, je ne dispose pas d'études plus récentes. Merci, cher maître. Effectivement, votre question, en fait, c'est même ce qui a suscité le changement de l'appellation de la catégorie intermédiaire. Parce que pour certains types de résistance, effectivement, quand on augmente la dose, s'est rendu compte que la bactérie va être sensible quand même à l'antibiotique. C'est pour ça qu'ils ont changé par sensible à forte posologie, pour justement inciter les cliniciens à augmenter les doses et également privilégier les antibiotiques qui diffusent bien dans la zone. Mais ce n'est pas valable dans tous les mécanismes de résistance. Dans certains mécanismes de résistance, vraiment, quelle que soit la dose, même in vitro, on a quand même des résistances. Par exemple, pour le streptocoque, ce que vous dites également est valable. En fait, ils ont ce qu'on appelle une résistance de bas grade aux aminosides. Donc, ce qui fait que dans l'antibiogramme, la gentamicine qu'on teste, ce n'est pas la gentamicine 10 mg qu'on teste pour les entérobactéries ou le staph. C'est carrément la genta 500 qu'on teste. Parce qu'effectivement, à très forte dose, la genta marche sur le streptocoque. Mais ce n'est pas valable dans tous les cas. Bonsoir à tous, je suis le Dr Sani, le jambiste. Et merci à Dr Boubacar pour sa brillante présentation. Je sais que c'est un sujet d'importance capitale parce qu'on est toujours derrière le laboratoire quand on se trouve en face d'un patient très grave, notamment les choses septiques, les sepsis sévères, etc. Maintenant, ma question est la suivante. Je m'attendais à ce que les infirmiers posent cette question, mais bon, pour parler d'un antibiogramme, il faut d'abord la culture. Pour parler de cette culture-là, il vous faut un bon échantillon. Maintenant, j'aimerais savoir, en cas d'une plaie surinfectée, qu'est-ce qu'il faut réellement prélever pour avoir un examen fiable et un antibiogramme? On peut espérer avoir un bon résultat clinique. Et donc, c'est la première question. La deuxième, quelle est la valeur d'une culture et par conséquent d'un antibiogramme chez un patient qui a déjà reçu un traitement antibiotique? Parce qu'on sait, aujourd'hui, la plupart des patients, quand ils viennent en consultation, c'est parce que déjà, ils ont fait une automédication et on sait qu'on tous des fois on prend de l'amoxicilline. Si on a 40 de densité parasitaire, on associe un antibiotique au cas où bon, c'est devenu très fréquent. Donc, quelle est la valeur de cet examen-là pour un patient qui a déjà pris de l'antibiotique? Et autre chose, on a tous constaté, comme cliniciens, que la résistance aux céphalosporines est très inquiétante, notamment la réaction. On se pose beaucoup de questions. Le produit est réellement sous-dosé. Est-ce que réellement la molécule même est existante dans les flacons? Ou bien c'est tout simplement les germes qui sont réellement résistants à cette molécule-là. Tout à l'heure dans votre présentation, vous parlez d'une résistance de jusqu'à 5%. Maintenant, j'aimerais savoir dans cette famille de céphalosporines, c'est la ceftriaxone ou bien c'est toute la famille de céphalosporines? Si c'est la ceftriaxone, est-ce que vous nous recommandez de ne plus l'utiliser, de la mettre en quarantaine ou bien de la vendre à jamais? C'est ma question. De façon générale, au laboratoire, pour avoir un bon résultat, il faut que la phase pré-analytique, notamment les prélèvements, soient de très bonne qualité. C'est valable également en bactériaux. Malheureusement, c'est une heure, on n'a pas le temps d'aborder ces aspects. Pour les CVU, en ce qui concerne les plaies souillées en tant que tel, le prélèvement qu'on a l'habitude de faire, l'écouvillonnage, il n'est pas recommandé.
parce que quand on n'a pas le choix, on le fait. Parce que le problème de l'écouvillonnage, on risque de prendre la surface. Et souvent, quand on a le germe, on ne sait pas si c'est une souillure, c'est une contamination, parce que surtout si la plaie est ouverte, elle est en contact avec l'extérieur, c'est un peu difficile. C'est difficile. Donc, ce qui est recommandé normalement, c'est de faire un prélèvement en profondeur. Souvent, avec la douleur, etc., c'est compliqué. Mais dans tous les cas, il faut bien nettoyer la plaie avec du sérum physiologique, enlever les parties mortes. Et même si c'est avec un écouvillon, vraiment, essayer d'aller le plus profondément possible. Et idéalement, faire 2 écouvillons aussi. Parce qu'il ne faut pas faire un seul écouvillon. 2 écouvillons, ça permet au laboratoire de faire un examen direct et d'ensemencer les différents types de milieux de culture. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Cette question amène une autre question qu'on nous pose souvent. Ah, il y a la plaie, il y a les signes d'infection, mais on a fait la culture, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a plusieurs raisons. Donc ça répond à votre deuxième question. C'est souvent les patients. Effectivement, il y a une antibiothérapie qui est faite avant même que le patient ne consulte. Et deuxièmement, surtout dans le cas particulier des plaies et les plaies souillées, en fait, tout ce qu'on isole ici dans nos laboratoires, qu'on doit aller entre guillemets, ce sont des bactéries anaéro-aérobies facultatives. En fait, on n'a pas les capacités d'isoler des germes anaérobies strictes. Donc souvent dans les plaies souillées, quand il y a de la terre et tout, c'est ces genres de germes qui sont prédominants. Actuellement, les dernières études, par exemple les infections articulaires, les infections osseuses, quand on prend la littérature, le premier germe qu'on retrouve c'est Kingella kingei. Aucun laboratoire au Niger ne peut isoler Kingella kingei. Alors que dans des études, vous allez voir, ça représente 50-60% ou plus des germes isolés dans les infections osseuses et articulaires. Ça également, c'est une limite qu'il faut noter. Donc, quand on vous dit que c'est pour ça que souvent on dit culture stérile sur milieu usuel. Ce n'est pas parce que la culture est stérile que le malade n'est pas forcément contaminé. Donc, pour revenir encore à la première question, vraiment le prélèvement à profondeur, ça permet d'éviter les souillures. Parce que ce qui est grave et ce qui peut favoriser les résistances, c'est de faire des antibiogrammes sur des souillures, sur des germes qui ne sont pas en réalité responsables de l'infection chez le patient. Alors, pour la troisième question, là, c'est une très grosse question, effectivement, les céphalosporines. Alors, dans le CAST, vous allez voir maintenant, pour la plupart des germes, ou par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, l'Enterobacter, Citrobacter, il recommande d'utiliser la cépépine, céphalosporine de 4e génération. Alors, je ne sais pas sincèrement si c'est disponible sur place. Voilà. Donc, ou bien les C5, les 5e génération. Peut-être que ça coûte plus cher. Alors pour la céptréaxone, il faut surtout n'est pas recommandé de l'utiliser dans les infections à staphylocoque. Il n'est pas également recommandé de l'utiliser lorsqu'il y a une céphalosporinase. Parce que là, ça peut déréprimer la céphalosporinase et c'est ce qui favorise justement l'émergence de ces résistances aux céphalosporines de 3e génération. Ça concerne aussi bien la céfoxétine que la céfoxazine, parce que c'est un même mécanisme de résistance, parce que ça hydrolyse le noyau, les bêta-lactames, le noyau bêta-lactame de l'antibiotique, que eux tous ont en commun. Voilà ce que je peux vous répondre. Bon, elle a parlé d'une série d'infections dans lesquelles on peut utiliser la ceftazidime, presque tous les systèmes. Et toujours à préciser que cette céphalosporine est beaucoup plus efficace pour les grands négatifs. Parce que c'est les céphalosporines, d'autant plus que la génération avance, ils sont beaucoup plus efficaces dans les grands négatifs, chez les germes grands négatifs. Donc, c'est un antibiotique qui peut être très intéressant, mais si on l'utilise de manière inappropriée, on va se retrouver dans la même situation que la céptréaxone. Donc, ma question rejoint les résistances naturelles des antibiotiques. Souvent, on a tendance à avoir des germes que nous avons, ils sont naturellement résistants à certains antibiotiques, mais sur notre boîte d'antibiotiques, on va trouver des disques sensibles. Or, nous savons qu'ils sont naturellement résistants. Qu'est-ce qui fait ça?
Alors, c'est vérifier l'identification. Est-ce qu'on est sûr de son identification? Si c'est une entérobactérie, est-ce qu'on a bien lu la galerie API? Parce que souvent, les galeries qu'on utilise vont rentrer dans la biologie pure. Les galeries d'ISES, en fait, ils ne permettent pas d'identifier de façon très précise. Vous savez très bien par rapport aux galeries VE ou autres. Souvent, on a des approximations. On sort un chiffre, on vérifie sur la liste, il n'y a pas de chiffre, on prend celui qui vient avant ou après, et ça, ce sont des choses à éviter. La première des choses, c'est vraiment la vérité, être sûr que le gène, je l'ai correctement identifié. Pour le gramme, en général, il n'y a pas de problème. C'est un proxy, bacille, gramme positif, gramme négatif. Mais après, l'espèce, est-ce que je l'ai très bien identifié? Lorsqu'on est sûr de son identification, effectivement, ça peut arriver. Et même dans le cas, même dans cette dernière version 2024, ils ont insisté là-dessus. Ils disent que la résistance naturelle, normalement, théoriquement, elle devrait se retrouver dans 100% des souches. Mais qu'il y a des exceptions. Il y a des souches qui peuvent ne pas exprimer ces gènes de résistance. Mais qu'on doit quand même les rendre résistants dans l'antibiogramme. Donc, même si vous le faites et vous trouvez que c'est sensible, vous devez quand même mettre résistant dans le compte rendu que vous remettez au clinicien. Il y a des exceptions. Et même dans la version, dans cette dernière version, ils l'ont souligné. Mais vraiment, la première des choses à faire, vérifier l'identification d'abord. Quant à moi, c'est ça Gagné Bazali, au laboratoire avec le l'État national d'Agné. Moi, ma question, il arrive des fois qu'on voit sur le résultat des antibiogrammes que deux espèces sont identifiées, genre bacille ou bien avec l'hypoxie. Mais au niveau des antibiogrammes, on trouve un seul antibiogramme. Peut-être si on peut nous éclaircir là-dessus. C'est les deux antibiogrammes, c'est un seul antibiogramme qu'on a fait ou bien les deux souches sont. Voilà. Alors, souvent, vous pouvez voir bacille-gramme négatif, proxy-gramme positif au niveau de l'examen direct. Et après l'identification, vous allez voir un seul gène. S'il y a deux gènes, vous allez voir un gène. On fait les deux antibiogrammes séparément. Parce que l'antibiogramme, ça se fait sur une espèce identifiée, même si c'est deux VGN. Et souvent, ça peut même arriver à deux Escherichia coli, par exemple. Même malade, on fait deux antibiogrammes différents, parce que ce ne sont pas les mêmes souches. Donc, chaque antibiogramme, un gène. Maintenant, ce qui se passe en fait, que dans l'examen direct, on peut trouver des proxys et des bacilles, mais dans la culture, le fait que le malade a pris des antibiotiques, on trouve que des bacilles. Les bacilles seulement ont poussé, les proxys n'ont pas poussé, mais on les a vus à l'examen direct. Là, on le précise au clinicien, quand même pour qu'il tienne compte de ça dans sa prise en charge. Et souvent également, les infections anaérobies ont ces aspects, où dans le gramme, on a des bacilles et des proxys, mais on a un seul type qui va pousser. Donc l'antibiogramme, ça concerne une espèce. Mais effectivement, on peut avoir au niveau de la lecture du gramme, et souvent même vous allez voir, on va vous mettre bacille, gramme négatif, proxy, gramme positif, mais examen de culture négative, culture stérile. Ça également, ça arrive, ça ce sont des infections décapitées, bien le malade il est sous traitement. Dr Aruna, médecin biologiste. J'ai des apports et des questions. Concernant la distance entre les disques, le docteur a oublié de le préciser, plus souvent on dit 30 mm entre deux disques. Oui, entre deux disques. Oui, 30 mm. Et lorsque vous respectez, au cas où il y a un mélange, vous pouvez mesurer le rayon. Parce que des fois, quand il y a un mélange entre les diamètres d'inhibition, oui, vous pouvez mesurer le rayon. Ah, le rayon. Oui, et multiplié par 2, vous avez le diamètre. Oui. Et dans une question, j'ai entendu parler de la valeur de l'antibiogramme chez un patient qui est par exemple sous antibiothérapie. Des fois, il y a le patient qui est sous traitement, l'antibiotique utilisé peut entraîner une résistance. C'est ce qu'on appelle la résistance inductive. Donc, lorsqu'on a utilisé l'antibiotique et que les signes persistent, il faut demander l'antibiogramme parce que la première molécule peut entraîner une résistance. Dans ce cas, on voit très bien qu'il faut faire un autre examen et à travers l'antibiogramme, on verra une deuxième résistance.
c'est-à-dire lors du premier examen, l'antibiotique peut être, le germe peut être sensible et le même germe sur un deuxième prélèvement peut être résistant. Donc vous voyez la valeur de l'antibiogramme. J'ai une question à poser au docteur. Dans notre contexte, vu la cherté du densitomètre, est-ce qu'on peut, il y a une technique qui nous permet de faire les examens de bactériologie lorsqu'on a les milieux de culture, tous les consommables, et qu'on n'a pas de densitomètre? Parce que c'est à travers ce densitomètre qu'on peut évaluer la densité, les 0,5 microfarads. Et au niveau de la pénicilline, je ne sais pas si je n'ai pas bien saisi. Lorsque le staphylocoque sécrète la pénicillinase, c'est comme si vous avez, je n'ai pas bien saisi. Lorsque le staphylocoque sécrète cette pénicillinase, est-elle sensible à la sulfoxytine et aux autres bêta-lactamines? C'est comme si dans la présentation on a dit que le staphylocoque est sensible aux autres bêta-lactamines. C'est ce que j'aimerais bien comprendre. Alors, merci. Ça permet d'avoir un curriculum standardisé et de bien réaliser les antibiogrammes. Quand on a un laboratoire de bactériaux, il faut l'avoir. Bon, ça veut dire que c'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Je crois que ça doit tourner autour de peut-être 1 million, 1,5 million. Et quand on l'achète, c'est une fois et il n'a pas de réactif. Seulement les piles qu'il faut changer. Donc, pour garantir la qualité des résultats, et je crois que ce n'est pas si cher payé. Et il y a ce qu'on appelle des étalons. Donc, les étalons, en fait, ce sont des suspensions qui sont fabriquées. Parce qu'en réalité, ce qu'on regarde, l'appareil, on sait qu'il mesure, c'est la turbidité. Donc, il y a des étalons. Les étalons, c'est des flacons où on a mis du liquide, où on a mis. C'est un peu trouble, donc il y a différentes mesures. Donc, en fonction du standard qu'on doit préparer pour faire son antibiogramme, on prend et on compare. Mais en fait, j'aime pas trop ça parce que c'est un peu subjectif. Parce qu'on prend les talons, on prend la suspension qu'on a préparée, on les approche, on regarde à l'œil nu. Est-ce que c'est équivalent ou pas? Alors que pour l'autre, pour le mode Farlan, il te donne un chiffre exact. Tu sais qu'il faut ajouter ou qu'il faut diviser. Alors que là, bon, c'est à l'œil, on peut regarder. Je me dis que bon, c'est la même chose, quelqu'un d'autre va regarder, il va dire que c'est pas pareil. Mais peut-être là où il n'y a pas ces instruments, que de ne rien faire, on peut effectivement utiliser ces étalons. Alors, concernant la deuxième question, peut-être que c'est un lapsus. Le Staphylococcus aureus, donc, quand il produit une pénicillinase, donc, il est résistant, on a dit à la pénicilline G, à l'amoxicilline et à l'ampicilline. Maintenant, il peut produire une pénicillinase, donc être péni-GR, mais être céfoxytine S. Donc, en ce moment, quand le céfoxytine S sera sensible à l'oxacilline, à la fluoxacilline, à l'amoxyacide clavulanique, au carbapénem. Et ça, c'est la situation de la plupart des staphylococcus aureus qu'on isole, des souches qu'on isole. Donc, qui sont péni-R et qui sont céfoxytine S. Je ne sais pas si c'est clair. Merci beaucoup, docteur, pour la présentation. Ma question est la suivante. Pour le prélèvement des urines, on nous dit chaque fois des urines matinales de préférence. Donc, je sais que je voulais savoir, est-ce que c'est parce que existe-t-il un temps minimum qu'on veut à ce que les urines fassent de l'AVC avant le prélèvement, ou bien quelle est la raison pour laquelle on dit de préférence les urines matinales? Et la deuxième question, c'est pour comparer avec les malades hospitalisés qui sont sondés. Et si vraiment il y a un temps qu'on veut que les urines fassent, donc qu'en est-il de ces malades-là qui sont hospitalisés, qui sont sondés et qui ont un examen des urines le matin? Et donc, ils sont sous réhydratation parfois, donc on ne peut pas vraiment clamper pendant une certaine heure parce que la vessie sera pleine. Obligé, on va laisser les urines passer. Donc, vraiment, quelle est la fiabilité de ces urines-là recueillies avec les urines qui ont été recueillies, pas avec la sonde? Je ne sais pas si vous pouvez
Oui. Parce que souvent c'est une question, les urines du matin, pourquoi? Parce qu'il faudra que les urines séjournent suffisamment longtemps dans la vessie pour qu'il y ait des contacts avec les éventuelles bactéries qui sont présentes. Donc, bien sûr, même si on dit les urines du matin, que le malade s'est réveillé le matin à 5 h pour aller faire sa prière et qu'il revient après et qu'il fait le prélèvement, c'est pas bon. Donc les urines doivent séjourner au moins 3 heures de temps dans la vessie minimum. Donc même si ce ne sont pas des urines du matin, ça peut arriver, des situations d'urgence, etc. Mais demandez au malade. Puis quand vous avez uriné la dernière fois, il faut que les urines séjournent au moins 3 heures de temps dans la vessie. Et ces urines, bien sûr, il faut les acheminer le plus rapidement possible au laboratoire pour que les germes ne soient pas détruits et également pour que les leucocytes ne soient pas détruits. Vous savez, c'est lorsque le prélèvement arrive 1 heure de temps, après 1 heure de temps au laboratoire, il y a 50% des leucocytes qui sont déjà détruits. 50% après 1 heure de temps. Et là, c'est l'étude a été faite là où il fait un peu frais et tout. Chez nous, avec la chaleur et tout, c'est beaucoup plus que ça. Alors, la deuxième chose, effectivement, les patients sont dit, d'abord, ça me fait très plaisir que vous ayez dit qu'il faut clamper la sonde. Parce que malheureusement, c'est que beaucoup ne font pas. On débranche, on prélève pour ceux qui débranchent. Là aussi, c'est ceux qui sont... ça va, mais d'autres, on ouvre la poche directement, on recueille. Effectivement, il faut clamper la sonde, attendre un certain moment et après nettoyer et piquer à l'intérieur pour aspirer. Voilà. Après, en fait, les gens pensent que quand on pique, après ça fait des fuites. C'est du silicone, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, bien sûr, si le malade est sous hydratation, la durée est importante, les urines n'auront pas le temps de séjourner suffisamment longtemps dans la vessie, ça peut gêner. Mais quand même, 3 heures de temps, c'est à titre indicatif. Si on va au-delà, le malade il a très envie d'uriner, je ne crois pas quand même le garder. Et quand on clampe aussi, on n'attend pas 3 heures de temps, on dit même au bout de 10 à 15 minutes. Tant que les urines se constituent et on aspire. Voilà. La matinée, on va aller à la prière. On prenait dans nos amènes, à chaque fois on fait faire régler dans notre échantillon. Maintenant, comme on a mis 3 heures de temps, maintenant je demande au patient, plus le réviser de 6 heures du matin, 5 heures du matin. Vous laissez après 8 heures en voulant annuler pour que les résultats annulés. Donc c'est vrai, on a fait le constat ici. À chaque fois, on amène tellement à le faire. Et on a constaté qu'on pense à 5 heures du matin. Et on dépose. Quand on vient à trouver des produits, donc... c'est un bon aspect, effectivement. Tout à fait. Et puis toujours encore, c'est le deuxième jour, je démarre. Voilà, bien sûr. On commence à venir maintenant, après le deuxième jour pour amener. Oui, c'est vrai, on a fait dans la répartie. C'est un ajout, merci. Si on peut nous expliquer un peu la technique pour les CBI, le prélèvement d'urine. Tantôt on demande les premiers jeux, tantôt on demande les jeux, parfois on demande à la fin. Maintenant, si c'est le deuxième jeu, la personne commence maintenant le deuxième jeu. Il doit arrêter d'uriner, après il recommence, ou bien c'est en urinant en même temps, il recueille les urines. Genre la technique pour avoir les urines. Le premier jet, quand on soupçonne une infection sexuellement transmissible, on recherche le gonorrhée. Là, c'est le premier jet qu'on prélève. Là, c'est vraiment les urines du matin. En dehors de ça, c'est pour un DCB classique, c'est le milieu des jets. Et idéalement, le mieux, c'est que le malade commence à uriner, il stoppe après, parce que sinon, ça risque de déborder, se retrouver autour du flacon. Si c'est en plein en train d'uriner qu'il met le flacon. Et donc, bien sûr, il y a quelque chose d'important aussi. Il faut faire la toilette avant de commencer le prélèvement. Elle va s'adresser aux deux présentateurs. Alors, pour les prélèvements d'urine, en général, qu'est-ce qu'on fait? On passe au labo, on nous donne le pot, on va à la maison, le flacon, on va à la maison, on le fait. Quelles sont les conditions vraiment d'acheminement du flacon? La deuxième question, quand je regarde le produit la bêta-zidine, c'est camosporine de 3e génération, qui est utilisé ailleurs depuis les années 80-90, et que c'est en 2024 ou 2023-2024 en fait que nous l'avons ici. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Donc, cette question en fait elle s'adresse aux deux présentateurs. Ça, je ne comprends pas en fait, pourquoi c'est maintenant.
C'est-à-dire que tout ce temps, on ne l'a jamais utilisé chez nous. Merci. Effectivement, souvent on ne le fait pas, mais il faut expliquer. Idéalement, c'est de faire le prélèvement au labo, ou en tout cas au sein de la structure. Mais de façon pratique, ce n'est pas évident. Mais idéalement pour les selles, et surtout pour les selles, parce que les selles, en fait, c'est les formes végétatives des parasites qui sont très rapidement détruites. Pour les urines également, idéalement, c'est de les faire au labo, mais ou au moins dans l'hôpital. En pratique, c'est compliqué. Mais il faut expliquer au malade qu'il doit l'acheminer le plus rapidement possible. Et ailleurs, le malade note même l'heure à laquelle il a fait le prélèvement, on le note sur la fiche. Chez nous, malheureusement, c'est des informations qui n'existent pas. C'est des informations qui peuvent être importantes. Il y a des conservateurs, et ça aussi, malheureusement, on n'en a pas. Il y a de l'acide borique, on peut mettre dans le flacon, là, ça permet de conserver l'urine pendant longtemps. De l'acide borique est permis de l'utiliser. Là, on ne l'a pas aussi. Donc, tout ça sont des limites, malheureusement, qu'on a, et donc souvent c'est difficile de surmonter. C'est vrai que souvent ici on fait la chose, on ne trouve rien, après le malade dit non, je suis parti ailleurs, j'ai trouvé ceci, c'est là dans un autre pays. Ce n'est pas du fait de la technique, mais c'est du fait de beaucoup de facteurs. Alors pour la deuxième question, Excusez-moi, donc on doit en fait déconseiller aux patients de faire les prélèvements à l'UNICEF. Si oui. C'est ça. Parce qu'il y a un problème, non? de l'idéal, voilà. C'est ça. Idéalement, c'est de le faire. Bon, souvent, il y a aussi le problème des enfants où on ne maîtrise pas. Et il y a des techniques également qu'on fait chez l'enfant. Il ne faut pas uriner le moment où on veut, de le faire boire beaucoup d'eau. On fait une manœuvre, on le met sur la main, on stimule ici les paravertébraux. Ça permet de le stimuler pour qu'il puisse uriner. C'est des situations délicates et malheureusement ils conditionnent beaucoup la qualité du résultat final. Alors pour la question, ce qui concerne M. Hervé, je vais lui rendre la parole, mais je vais préciser qu'il y a une chose quand même très importante pour moi, mais qu'il n'a pas dit dans sa présentation, fait que le docteur Sané a effleuré. Le pseudomonas, c'est vraiment un gène qui est responsable d'infection nosocomiale. Donc, la ceftazidime est vraiment indiquée dans les situations où on soupçonne une infection nosocomiale, une infection liée, associée aux soins. C'est quand même un élément, je crois, très, très important qu'il faut souligner. Je vous laisse la parole pour répondre à la question. Merci, docteur Ika, pour la question pertinente relative aux dates. Alors, 1985, c'est la revue, date de parution de la revue américaine de l'étude de revue américaine de médecine. Il y a des dates plus récentes quand même. 1990, 5 ans après, c'est le journal américain de médecine des infections hospitalières qui a publié des études. Et 2006, c'est-à-dire 20 ans après, donc il y a beaucoup plus récent. Bon, la disponibilité des produits, des molécules relève de la compétence de l'Agence nigérienne de réglementation pharmaceutique. Nous, à ma connaissance, c'est avec le laboratoire Stride Pharma que nous avons obtenu l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché concernant la bétazidine, votre ceftazidime. Pourquoi ce n'est pas venu avant? Stride n'est pas propriétaire de la molécule. En fait, la ceftazidime est une molécule qui est tombée dans le domaine public, donc la bétazidime est un générique de marque. Pourquoi ce n'est pas venu avant? Pourquoi la demande n'a pas été faite? Pourquoi il n'y a pas eu de dossier d'enregistrement déposé? Je ne saurais vous dire. Mais nous, on a le Stride Pharma a eu le mérite de déposer le dossier et d'enregistrer le produit. Voilà ce que je peux dire. Et les dernières études remontent en 2006, c'est beaucoup plus récent que 1985, c'est-à-dire 21 ans après, pratiquement, si j'ai bien compris. Donc on va retenir plutôt l'année 2006. Tout à l'heure, le docteur a dit quelque chose. Bon, effectivement, nous avons l'étude qu'on a faite, c'est-à-dire la réponse clinique dans les infections nosocomiales, notamment les pneumonies
nosocomiales, c'était semi-nosocomiales, infections urinaires nosocomiales, des infections nosocomiales étant bon, des infections associées aux soins, des infections contractées à l'hôpital, en clinique. A priori, le malade à l'admission n'était pas venu avec ces infections. Donc, le labo a bien fait de faire ces études comparatives dans les infections nosocomiales. Donc, nous avons le plaisir de vous dire que la seule ceftazidime disponible est la bétazidime. Merci beaucoup. Échangeurs sur le marché, alors que ceftobiprole 5e génération a été déjà testé et ça a été commencé à utiliser dans les hôpitaux depuis avant 2010. Parce que la campagne Surviving Sepsis Campaign en 2010, ils ont effectivement évoqué l'utilisation de ceftobiprole en cas de choc septique. 45 minutes d'intervalle, si on ne peut pas avoir un prélèvement, donc c'est recommandé d'aller à la céphalosome de 5e génération. Actuellement, elle n'est pas disponible sur le marché nigérien. Et je me rappelle la famille de Carbapénem. Moi, j'ai participé au lancement en 2015 de Meropenem, alors que dans le monde, ça fait plus de 30 ans que le produit là existe et est utilisé. Je me demandais, un moment à notre staff, j'ai demandé aux médecins s'ils ont une fois vu l'inésolide. Il y a l'inésolide, posisolide, c'est une famille spécifique et appelée oxazolidinone, qui ça fait plus de 20 ans que le produit là sur le marché d'air il est anti-staphylocoque aureus par excellence en cas de résistance, même à la vancomycine. Pourtant, ces produits-là ne sont pas disponibles. À un moment, on disait que la vancomycine, c'est le dernier recours en cas de staphylocoque aureus. Mais c'est démontré que la famille d'oxazolidinone, il est impossible au staphylocoque aureus de développer une résistance face à cette famille d'antibiotiques. Pourtant, ce n'est pas disponible. Je pense que docteur Ouakara, en tant que biologiste avec les infectiologues, c'est vraiment un travail qu'ils devront revoir parce qu'au Niger, je ne me rappelle pas s'il y a un comité national de suivi pour l'antibiothérapie. Et si c'est le cas, je pense qu'en partant des rencontres comme celle-là, on peut évoquer, dire aux oreilles qui sont censées entendre ça. Parce qu'on a de sérieux problèmes quand on est en face d'un choc septique. Bon, on est limité sur le laboratoire et même si on arrive à isoler ces germes-là, on est encore limité sur l'approvisionnement des médicaments. Apporter juste un peu le sujet de discussion entre les cliniciens et les laboratoires pour qu'on puisse ensemble trouver une solution concernant tout à l'heure le sujet qui a été un sujet de débat sur l'acheminement des urines pour faire l'essai de. Alors, si on fait le rapport entre ce qu'a dit Dr Boubacar, effectivement, l'urine qui doit rester au minimum 3 heures de temps dans la vessie, je pense que l'idéal est que ça soit en milieu hospitalier le prélèvement. Vraiment, c'est l'idéal. Parce que vu à la maison, on ne sait pas dans quelles conditions ça va être prélevé, dans quelles conditions ça va être acheminé. Je me dis que on peut essayer de s'en passer à cette habitude, les prélèvements de la matinée, pour être sûr. On va plutôt conseiller aux malades que de préférence garder l'urine 3 heures de temps dans la vessie et venir en milieu hospitalier. On fait le prélèvement, je pense que c'est l'idéal. Voilà. Donc vraiment on peut essayer d'arrêter cette habitude de l'urine prélèvée de la matinée. De faire une petite explication, si je peux le dire comme ça, en fonction des pathologies recherchées pour nos techniciens biologistes et pour nous-mêmes médecins. Par exemple, si on recherche une gonotoxie, ça serait bon d'expliquer aux patients, bon voilà, je cherche une gonotoxie chez vous. Faites le premier jet. Ou bien voilà, on recherche telle infection, faites au milieu du jet. Ça va éviter en fait d'avoir des cultures stériles à la fin.
En fait, ce que vous dites, c'est effectivement quel que soit le type de prélèvement. C'est au laboratoire, parce que c'est lui qui est technique, c'est lui qui sait comment il cherche. C'est à lui d'expliquer comment il fait. C'est ça que dans le système de management de la qualité, le laboratoire a l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un manuel de prélèvement, qui est un document que le laboratoire rédige, comme vous l'avez dit, à destination non seulement du personnel du laboratoire, mais également des prescripteurs, pour que chacun sache je vais faire tel type de prélèvement, voici les conditions à respecter, voici comment je dois faire. Ailleurs, c'est même sur leur site internet, quand tu rentres dans un site internet laboratoire, vous allez voir que vous avez ces informations. Chez nous, ce n'est pas encore le cas, mais ça arrive progressivement. Ça arrive progressivement. C'est un document qu'on a fait par exemple à l'hôpital, qui est disponible, qu'on a partagé, où l'ensemble des prélèvements, soit bactériaux, les prélèvements sanguins, etc. On explique quelles sont les conditions pré-analytiques à respecter, comment on fait le prélèvement, comment on doit l'acheminer au laboratoire. Et également, dans ce document, il y a la liste des examens qui sont disponibles et quelque chose de très important qui amène des tensions entre nous et les cliniciens, c'est le délai de rendu des résultats. Ils sont aussi disponibles. Cela également, c'est un gros souci pour nous. Parce que souvent, le patient vient au labo, il amène, il dit, bon, on lui dit, vas-y, tu auras ton résultat l'après-midi ou bien dans 2 heures. Il dit, ah, le docteur m'a dit que je peux avoir mon résultat dans 30 minutes ou dans 1 heure de temps. Vous voyez, alors que s'il y a ce document qui dit que tel prélèvement, en dehors des situations exceptionnelles ou d'urgence, voici le délai de rendu des résultats, le clinicien ne va pas se hasarder ou bien s'avancer à donner un délai de rendu des résultats aux patients. Ça serait. Il serait bien qu'il soit vulgarisé. Oui. Pour le... Voilà, pour tout le monde. Oui. Donc ça, chaque structure, chaque laboratoire doit effectivement avoir ces documents. C'est une exigence. C'est vraiment une exigence. Ça, c'est même pas que c'est une obligation pour les labos de le faire. Mais bon, dans la voilà, comme ça, on va... Il y en a à la polyclinique Mabori. C'est disponible, mais en fait, on n'a pas encore vulgarisé. Comment ça s'appelle? Ça n'a pas encore été vulgarisé là-bas. Et celui de l'hôpital national, il existe, il a été distribué. Mais vous savez, souvent, ce qui choque, l'hôpital, par exemple, personnellement, parce que je l'ai remis à une majeure, on ne peut pas donner son nom, elle m'a dit, hey docteur, tu sais qu'on ne va pas lire tous ces documents-là. Donc, vous voyez, quand vous avez des réactions comme ça, qu'est-ce que tu vas dire à la personne? Rendre ça plus pratique. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Les prélèvements, ou bien même faire le prélèvement si possible sur place. Maintenant, il y a des patients qui viennent avec des bulletins. Maintenant, c'est à nous autres qui demandent. L'examen a été demandé pourquoi? Ou bien l'examen là, c'est pour quelle infection? Ou bien c'est pour chercher quoi? Maintenant, est-ce que nous, on est censé lui répondre ou bien de dire non, on ne sait pas? Maintenant, concernant les ECV, des fois, ils apportent directement l'échantillon au laboratoire. Donc, on ne sait pas ce que le médecin leur a dit pour faire le prélèvement, l'explication qu'il a reçue de son médecin. Pas de renseignement clinique, il n'y a rien d'incroyable. Beaucoup de bulletins qui nous viennent au labo sans renseignement clinique. Le patient vient avec son échantillon d'urine avec le bulletin. Donc, nous, on réceptionne cela. Des fois, on demande tu as fait ça dans quelles conditions. Il nous dit non, juste on lui a remis le pot et lui a amené les urines naturelles. Voilà. Je constatais que, comme c'est vrai que nous sommes des musulmans, ils font ça à 6 h du matin, à 5 h du matin. Ils mettent ça de 6 h jusqu'à 9 h pour amener ça. Après, je les ai dit, écoutez, voilà ce que vous allez faire. Quand vous rêvez comme des musulmans, il faut évacuer ces urines. Donc, comme le docteur l'a dit, 3 h de temps, c'est vrai, ça, je l'ai fait de manière technique et ça a marché. Il dit à 8 h, vous faites ça, au moins 8 h 39, vous pas de faire ça. Et puis, j'ai expliqué aux femmes, quand vous vous réveillez, faites une toilette superficielle. Superficielle, ne mettez pas la main. Vous commencez à uriner, des fois je dis même, il faut freiner. Comme un véhicule, vous freinez, après vous mettez un deuxième jet. Vraiment, on a constaté que ça marche bien. Mais chez les hommes, je ne mets pas de toilette. Ça, je dis, tu commences, tu freines, après tu mets ça. Vraiment, depuis lors, on n'a pas de soucis. Mais un avis qui vient de m'arriver, bon, comme quand c'est une infection, comment on appelle là, IST, c'est vrai, bon, ça c'est un ajout. C'est vrai, il ne faut pas les désinfecter, il faut les prémiger pour qu'on puisse faire ça. C'est des documents qu'on cherche. Depuis que j'ai mis ça, vraiment, on n'a pas de vie de frère, on n'a pas de. Merci beaucoup. Ouais, il est 19h moins 6.
Donc on remercie tout le monde d'être là. Le prochain épisode ça sera à la clinique Baraka, c'est ça? Avec le docteur Maïna, c'est ça? Les urgences obstétrico, c'est ça? Les urgences gynécologiques, Inch'Allah. Donc on remercie tout le monde d'être venu. Donc on invite les uns et les autres dans le couloir à remonter leur glycémie.